pour échanger avec vous sur l'Afrique et l'IA, les futurs possibles. Vous savez que la vie dans laquelle on évolue n'est qu'un univers de possibles. Et quand vous avez de nouvelles technologies qui vous imposent par le truchement des révolutions, des bifurcations brusques, c'est ça ce qu'on appelle une révolution, vous êtes obligé de vous réajuster, de vous adapter à nouveau pour trouver un nouveau point d'équilibre. Ceux qui le font vite, ils s'en sortent. Ceux qui le font tardivement, ils suivent les autres. Et ceux qui ne font rien pour s'ajuster, ils deviennent la proie des autres. C'est triste, mais c'est comme ça que l'histoire a toujours évolué. Aujourd'hui, c'est très bien compris dans la spirale dynamique de l'évolution de l'histoire. Ce sont toutes les choses, toutes les évolutions appellent leur contraire. Et tout au long de l'histoire, la technologie a été un instrument d'hégémonie. Depuis la boussole à l'IA. Donc pour nous, Africains, nous devons en avoir une lecture assez particulière, faite de vigilance et de prudence. Vous savez, en matière de désarmement, les spécialistes disent que toute arme qui a été utilisée une fois dans l'histoire le sera. Quand, on ne sait pas. C'est ce qui fonde toutes les stratégies militaires. On l'a déjà utilisé. À quand la prochaine? L'Afrique n'a pas beaucoup réfléchi sur son futur, sur la stratégie à mettre en œuvre pour mieux évoluer. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé que pour les jeunes, notamment qui s'intéressent à l'IA, ce serait bien qu'ils sachent les vraies problématiques qui peuvent interpeller sur le continent. Ailleurs, dans les pays du Nord, on peut en discuter, mais ça reste un débat encore très fermé, malgré tout ce qu'on nous dit en matière de transparence. Beaucoup de laboratoires travaillent, mais de façon très discrète. Ce qui fait que la plupart du temps, vous avez accès certes à une certaine connaissance, une certaine expertise, mais qui touche à l'opérationnalisation, mais qui ne touche pas à la véritable conception. Parce qu'on peut être dans un train, on peut être dans le wagon ou être la locomotive. Donc il faut en être conscient. Je veux m'entretenir avec vous en toute liberté, juste pour participer à l'éveil de conscience sur les véritables enjeux. Et pour cette raison-là, je vous proposerai un plan dès le départ, pour qu'on se mette d'accord. Je répondrai à la triple question: pourquoi, comment, quoi? Pourquoi, comment, quoi? Parce qu'en général, quand on répond à la question pourquoi, comment, quoi, on connaît à peu près le sens du vent. Donc je ferai quoi, puis pourquoi, puis comment. Parce que si je dis quoi, au moins ce qui nous réunit, ce sera ma façon à moi d'introduire le thème. Le pourquoi, c'est pour vous sensibiliser sur les enjeux du futur, les enjeux et les défis. Qu'est-ce qui est en jeu quand on parle d'IA à partir d'une perspective africaine? Qu'on soit. Moi, je parle d'une perspective africaine. C'est tout. Le comment, c'est les scénarios ou scénarios du futur. Où va-t-on? Comme vous le voyez, en essayant de vous l'expliquer à travers cette map de synthèse, pour répondre aux trois questions quoi, pourquoi, comment, c'est comme si je vous invitais à une sorte de hackathon, à vos marques, marathon, course, prêt, partez. Donc en 3 temps. Au moins ça vous fera une petite connexion. J'étudierai
le contexte pour me poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe vraiment. Si on est là en train de parler d'IA, il y a quelques années, ça aurait été peut-être de la fiction. Aujourd'hui, on est gouverné par cela. Qu'est-ce qui est en jeu et que pouvons-nous faire en tant qu'Africains? Vous voyez, cette semaine, au Sénégal, on a augmenté le coût de l'électricité. Vous avez entendu les débats. Peut-être que dans quelques années, on n'augmentera plus le coût de l'électricité comme ça, par voie médiatique, susciter des réactions politiques, sociales, etc. On peut juste changer les algorithmes des compteurs intelligents. En disant, voilà ce qu'on veut récupérer en plus par rapport à ce qu'on récolte aujourd'hui. Et voilà comment on y parviendra sans même communiquer. Les gens consomment, paient, ils se rendront compte que leur facture a évolué. On dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Il n'y a rien. C'est votre consommation. Il va voir, diagnostiquer et se rendre compte que le compteur intelligent a juste subi quelques modifications dans sa programmation. C'est ça, ce qui est possible aujourd'hui, mais qu'on n'a pas encore domestiqué. Essayons de voir, si on devait raisonner par rapport à ce qui se passe réellement, qu'est-ce qu'on verrait? Ce qu'on verrait aujourd'hui, pour attirer votre attention sur la question, je vous rappelle cette boutade de Woody Allen que j'aime beaucoup. Quand on lui pose une question, il dit « La réponse est oui ». Mais c'est quoi le problème? Parce que tout ce qu'on vous pose comme question, vous pouvez répondre oui. Il y a même eu le mouvement là, des Yes Man aux États-Unis. Les gens qui disent « Voilà, on est ultra positif ». Vous me dites l'IA en Afrique. Moustapha Diouf me disait, mais comment faire pour que l'IA soit le moteur du développement en Afrique? Ou l'Afrique est le moteur du développement de l'IA? Je lui dis oui. Mais c'est quoi le problème? Pourquoi on se réveille et on veut être le moteur ou quoi que ce soit? Le problème, aujourd'hui, c'est qu'on est dans le cyber. Certains l'appellent I, tout simplement. Que ce soit écrit en français I ou E, c'est toujours le cyber qui est en jeu. Quand on raisonne cyber, ce qu'il vous faut savoir aujourd'hui, c'est que nous vivons un nouvel âge de l'humanité. On aurait pu mettre I devant l'être humain. On ne peut plus raisonner humanité sans le numérique aujourd'hui. Cela nous donne une nouvelle civilisation, la civilisation numérique, une nouvelle société, la société de l'information et des connaissances, ou la société numérique tout simplement, une nouvelle forme d'intelligence, qu'elle soit artificielle ou naturelle, biologique. L'intelligence dans notre monde d'aujourd'hui, c'est une intelligence collective, c'est une intelligence cognitive, c'est une intelligence connective. Et c'est avec ça que nous vivons aujourd'hui. Vous avez une nouvelle économie, la net économie, la cyberéconomie ou l'e-économie, l'économie numérique. Vous avez aussi une nouvelle forme de gouvernance, la e-gouvernance. Ça signifie qu'on ne peut plus rien faire pour les humains si on n'intègre pas le I. C'est un nouvel âge et c'est une e-révolution, c'est la révolution numérique. Vous savez, dans la vie, on évolue tout le temps, vous le savez. On change tout le temps, on se transforme tout le temps. Vous savez, j'espère, que toutes les 5 minutes, il y a 50 millions de cellules qui meurent et qui sont renouvelées dans notre organisme. Chaque 5 minutes. 50 millions de cellules, ça ne rigole pas. Donc, à la fin de la journée, vous voyez, faites le calcul. Nous, tous qui sommes là, sommes différents des êtres que nous croyions être hier. C'est ça le processus d'évolution de l'humain. Quand on évolue et qu'on suit
les changements, on s'adapte naturellement, on ne s'en rend même pas compte. Mais quand, à chaque fois que vous devez changer, vous bloquez, au bout d'un certain temps, votre organisme, qu'il soit individuel ou social, ne supporte plus votre résistance. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous impose de changer. Et là, au lieu d'évoluer, on vous impose une révolution. C'est quand on vous impose un changement brusque. Maintenant, les révolutions, vous avez des révolutions qui sont philosophiques, religieuses, culturelles, on les prépare. Une révolution scientifique, on ne la prépare pas. Elle s'impose à nous, parce qu'une révolution scientifique, sa principale caractéristique, c'est qu'elle se moque des croyances des gens. On ne va pas vous demander, est-ce que vous voulez qu'on introduise les smartphones ou pas? Est-ce que ça vous intéresse que l'on introduise l'IA ou pas? Les gens font leurs recherches, parfois, c'est des découvertes. C'est des choses auxquelles parfois même ils ne pensaient pas. Combien de découvertes n'ont été que des erreurs qui ont été après récupérées jusqu'à la lumière, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, ce n'est pas fini. Parce que quand vous parlez numérique, vous êtes dans une révolution beaucoup plus large que l'on définit aujourd'hui ou que l'on présente avec ce sigle de NBIC dans sa terminologie anglophone, les nanotechnologies, les biotechnologies, et aujourd'hui avec le progrès de la génétique, l'informatique et tout ce qui tourne autour du numérique, le C, les cognitive sciences et neurosciences, donc sciences cognitives et neurosciences, c'est l'ensemble aujourd'hui qui est en révolution et interlié. On ne fait pas de l'IA ici sans tenir compte de la génétique, sans tenir compte des possibilités en termes de miniaturisation à outrance et sans tenir compte des neurosciences et des sciences cognitives. C'est l'ensemble qui donne le niveau de qualité d'une intelligence artificielle. C'est les enjeux du futur. Vous voyez, je vous ai dit en premier lieu, que se passe-t-il vraiment? Est-ce que vous savez, est-ce que vous êtes informé de l'ampleur de la révolution numérique, de ce nouvel âge de l'humanité? Est-ce que vous êtes conscient du cyber, de l'hyper, de l'inter? Est-ce que vous savez que ce que vous êtes en train de vouloir faire en IA, c'est une manière de créer un cerveau industriel, mais qui imite le cerveau biologique. Le cerveau industriel, artificiel, est une création humaine. C'est nous qui créons l'intelligence artificielle. Si c'est l'humain qui crée l'artificiel, vous devez comprendre comment ça fonctionne d'abord chez l'humain. Si on comprend très bien le logiciel humain avec ses métaprogrammes et ses applis, parce que ça fonctionne de la même façon. Le numérique fonctionne comme une imitation du modèle humain. Le philosophe allemand Marcus Herber disait au début du numérique qu'avec le numérique, l'homme parvient enfin à apprendre le métier de Dieu. Parce qu'on limite. Regardez bien, là où on est avec votre téléphone, votre smartphone, le smartphone que vous avez là, imaginez que ce soit avec une puce Expresso. Qui est le propriétaire de la puce? C'est l'entreprise, ce n'est pas le client, n'est-ce pas? On est d'accord? La puce? Oui. Non, Non, le client n'est jamais propriétaire d'une puce. C'est comme une carte bancaire. Vous n'êtes pas le propriétaire de la carte bancaire. Vous n'êtes pas le propriétaire. C'est une fiction. C'est à votre disposition. Si vous étiez propriétaire, vous pouvez décider vous-même de résilier et d'enlever. Ça, c'est l'entreprise qui peut le faire. L'entreprise qui peut vous localiser. L'entreprise qui peut couper le signal. C'est lui le propriétaire. Lui, il est à disposition. C'est un abonné. Ce n'est pas un propriétaire. Hein? C'est un abonné. Donc, cet abonné-là, c'est parce que
vous l'avez connecté à votre réseau et à votre système d'information. On est d'accord? L'être humain, sa puce, c'est son âme, qui est connecté à un système d'exploitation, c'est tous les métaprogrammes qui sont là dans le cerveau, et à un autre système d'information, un cloud divin, on n'en sait rien, et qui le pousse à agir, quel que soit ce qu'on veut. Aujourd'hui, quand vous combinez neurosciences, génétique et informatique, c'est plus que clair. On sait qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qu'on ne veut pas nommer. Vous tous, vous acceptez d'être là en train de programmer. On est OK. Vous ne faites que la programmation avec des algos. N'est-ce pas, monsieur Lo? Imaginez que quelqu'un vous trouve avec votre robot en disant, ce robot-là, il sort de la nature comme un lapin. Il s'est autoprogrammé, c'est naturel. Vous allez rigoler, vous, en disant, c'est moi qui l'ai programmé. Maintenant, si quelqu'un d'autre vient vous dire, vous là, vous êtes programmé, vous avez un métaprogramme dans le cerveau qui fixe les options par défaut et vous avez la possibilité de... J'ai fait un texte à Paris, à l'Institut de neurosciences, pour montrer comment on accompagne les individus en développement personnel et je proposais une nouvelle matrice en 3 R qui consistait pour l'humain à se réinitialiser, se reprogrammer et redémarrer. Aujourd'hui, on sait comment le faire. Je dis en développement personnel. Je me réinitialise mes programmes, mon système iOS, je me reprogramme et je redémarre avec de nouvelles applis que j'ai choisies. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire sur des robots. Comprenez-le par rapport à l'humain, vous allez faire des merveilles par rapport à l'IA. Pourquoi? Quand on ne sait pas son pourquoi et le pourquoi des choses, on est maître de rien. Dans la vie, il y a 2 catégories de personnes. Il y a les gens qui connaissent leur pourquoi et les gens qui suivent le pourquoi des autres. Donc, est-ce que vous connaissez votre pourquoi? Par rapport à l'IA, je vais vous donner 6 pourquoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pourquoi qui vont vous permettre de voir un peu où est-ce qu'on se situe en Afrique par rapport à l'IA. Vous avez un dividende démographique, vous avez un gisement extraordinaire de cerveau frais. Pourquoi ne pas les développer pour qu'ils soient des cerveaux totaux, plutôt que d'avoir des robots que peut-être vous allez exporter, ou bien entrer dans l'industrie de l'autre, en train de lui fabriquer ces robots, pour ne plus avoir de contact avec lui. C'est une autre histoire. Donc, il faut regarder ce que vous gagnez et ce que vous perdez. Regardez maintenant, par rapport à ce pourquoi, la question que je pose ici, c'est qu'est-ce qu'on est conscient, là, vous voyez, conscient ou endormi? C'est une question de responsabilité, là. Est-ce que vous êtes conscient ou endormi? Tout à l'heure, c'est vous qui parlez de conscience. J'ai dit, mais non, il n'y a pas de volonté politique. Vous avez dit, mais c'est de l'inconscience. Ils ne savent même pas ce qui se passe. Bon, conscient ou endormi? Je vais vous donner 6 critères d'évaluation, 6 paramètres. Et essayez dans la vie de tous les jours de les regarder à chaque fois. C'est quoi le problème? 1. P. Politique. Tout ce qui est stratégique. Je vous en donne quelques, parce que ce n'est pas possible en une seule séance de traiter de tout ça. Les machines ne dorment pas, les serveurs ne dorment pas. Personne ne dort, et nous on dort. Qu'est-ce qui nous empêche de prendre un poste où il y a un salarié qui travaille 8 heures par jour,
de prendre sur le même poste 3 travailleurs et d'avoir H24. Il y a des gens qui diront, mais moi, j'aime faire mes courses à 2 heures du matin. Mais c'est le rêve d'aller à la banque à 23 heures. Vous ne pensez pas? C'est les moments où il n'y a pas de bouchon, il n'y a pas d'affluence, il n'y a pas la queue, il n'y a rien. Si on se faisait une belle répartition, sur le même poste, il y a des gens qui vont dormir le jour. Il suffit juste d'avoir des rideaux opaques, non? La nuit, c'est nous qui la créons. On ferme tout et c'est la nuit. Moi, je dors. Alors qu'il est plein jour. Je me réveille à 2 heures de l'après-midi, 14 heures. Je me prépare, je suis bien frais pour arriver au lieu de travail à 17 heures. Travailler jusqu'à 3 heures du matin, quelqu'un d'autre prend le relais jusqu'à 8 heures. Et tout fonctionne. Regardez, qu'est-ce qu'on n'aurait pas créé comme richesse? On multiplie par 3 notre longévité. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, là, comme les enfants à l'école primaire, un jour, mon père nous a appelés en nous disant, vous savez, il faut que vous organisiez votre agenda. Ne dormez pas plus de 8 heures et le reste, rendez-le utile. Déjà, quand vous aurez 60 ans, vous aurez dormi 20 ans. Les autres 20 ans, c'est pour acquérir du savoir. Et il vous reste 20 ans pour apporter une petite contribution, si vous vivez 60 ans. Mais 20 ans de sommeil, c'est bien. Hein? Mais si vous le savez, qu'aujourd'hui, avec le progrès qui existe, sur un même poste, prenez un plan stratégique décennal, 10 ans, à raison de 8 heures de travail sur 5 jours de la semaine. Vous travaillez H24. Le plan est exécuté en moins de 3 ans. Vous voyez ce que vous gagnez? Mais après, allez dormir pendant 1 an. Parce que celui qui respecte les 10 ans, vous pouvez terminer en 3 ans, prendre une année sabbatique de congé, aller visiter le monde, revenir, et lui, il n'a pas encore fait la moitié du trajet. C'est beau, non? Ce sont ces changements de paradigme qu'il faut comprendre et intégrer. Environnement, où est-il? 5e défi. L'environnement change. Vous avez aujourd'hui de nouveaux modèles environnementaux. Vous avez des environnements intelligents. Bureaux intelligents, maisons intelligentes, villes intelligentes, aéroports intelligents. Et si tout devient intelligent, est-ce que vous avez le choix de rester inintelligent? N'est-ce pas? Je vous ai parlé des compteurs d'électricité intelligents, les véhicules autonomes. Regardez aujourd'hui les diagnostics de santé, diagnostics intelligents, agriculture intelligente. Vous voulez labourer la terre, vous mettez juste votre petit robot qui vous teste le niveau de fertilité du sol. En vous disant, là, ce n'est pas la peine, vous pouvez aller à 300 mètres plus loin et ce sera parfait. Plutôt que de perdre son temps pour rien. Autre défi intéressant, c'est le juridique. Là. Le juridique, vous savez, moi j'interviens comme juriste en légistique, mais je ne suis pas que juriste, hein. Je fais beaucoup de choses à la fois. Le juriste, le droit, c'est 10% de mes spécialités. Mais c'est comme ça qu'on me connaît et je me complais dans ça en disant voilà, c'est toujours agréable de ne pas être connu. N'est-ce pas? Ça vous permet d'être fou, de vous dissimuler partout, de paraître voilà, fou. C'est intéressant. Vous connaissez Gibran qui a défini le fou, n'est-ce pas? Je vais voir quelqu'un qui... Connaissez Gibran? Khalil Gibran est un poète libano-américain qui est très brillant, très éveillé. Et il disait, moi je suis fou. Il dit, dans ma folie, j'ai trouvé à la fois la liberté et la sécurité. La liberté d'être seul et la sécurité de n'être pas compris. Car ceux qui vous comprennent vous asservissent de quelque manière. Un vrai fou. Voilà. Donc, dans le droit, je fais de la légistique. La légistique, ce n'est pas la logistique. Hein. La légistique, c'est l'art de créer des normes. C'est la science de l'élaboration des normes juridiques.
Aujourd'hui, avec l'IA, on se dit, mais le droit va être créé par des logiciels. Ça existe déjà dans certains pays. Logiciels de création normative. Partez, les amis. Comment pouvez-vous faire? Partez, c'est ici subir ou choisir. C'est une question d'engagement. Subir ou choisir. Avenir imposé ou futur choisi. À vous de voir. Dans un monde dominé par l'IA, la principale question, c'est de savoir qui êtes-vous? Qui voulez-vous devenir? Vous vous connaissez? Qui êtes-vous? Vous posez la question? On ne se pose pas la question parce qu'on pense qu'on est seul ici à avoir un cerveau. Mais quand vous avez à côté de vous un robot plus brillant que vous, dans ce que vous prétendez savoir, vous posez la question de savoir qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes le fruit de votre histoire? Est-ce que vous êtes le fruit de votre formation? Est-ce que vous êtes le fruit de votre éducation, de vos diplômes? Est-ce que vous êtes le fruit de votre expérience? Est-ce que vous êtes le fruit d'un partenariat? Est-ce que vous êtes le fruit d'une orientation qui vous transcende? Qui êtes-vous? Ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes que ce que vous choisissez d'être et de devenir. Ça ne dépend que de vous. Si maintenant vous ne choisissez rien, eh bien, le programme par défaut va fonctionner, on choisira pour vous. Maintenant, à vous de voir qu'est-ce que vous voulez. Donc, comment ça va se passer? Comment s'y prendre? 1, 2, 3, 4. Je vous résume en 2 mots l'essentiel de la prospective stratégique. Les individus n'ont que 4 possibilités et vous choisissez. Vous avez la possibilité d'être passif. Le monde bouge, tremble sous vos pieds, vous croisez les bras. Je ne bouge pas d'un iota. Et je résiste au changement. Je ne fais rien. Et je me maintiens. Si quelqu'un adopte cette position, qu'est-ce qui le guette avec l'IA? Il peut devenir... c'est Pascal Pic, c'est un anthropologue français très brillant qui a étudié l'intelligence artificielle au niveau socio-anthropologique. Il a écrit un livre que vous pouvez voir qui s'appelle « Les chimpanzés du futur ». Les chimpanzés du futur. Si vous vivez dans un milieu avec des gens augmentés et des robots alentour et que vous êtes passif, vous êtes le chimpanzé du futur. Voilà. Donc, premier scénario, vous allez au supermarché, allez à Sandaga, et vous dites, voilà, messieurs, dames, qui veut être chimpanzé du futur? Vous aurez très peu de candidats, n'est-ce pas? Mais vous leur direz alors, sortez de votre sédentarité, de votre inertie, et allez voir ce qui se passe à Galten IA, parce que autrement, vous risquez de tomber dans ce travers. D'un point de vue neuroscientifique, il y a une expression qui a été lancée par des chercheurs italiens. Ils parlent de neuroesclaves. L'histoire se répète. On est chimpanzé du futur ou neuroesclave. Parce que le cerveau est complètement fermé.
Je voudrais juste vous rappeler cette citation de Victor Hugo qui partageait en disant « N'imitez personne, n'imitez rien ni personne. N'imitez rien ni personne. » Et il ajoute « Même un lion qui imite un lion devient un singe. » Donc il faut être soi-même. Un lion n'imite personne. Au pays de la Teranga, peut-être ça peut faire réfléchir. Deuxième scénario, c'est la réactivité. Vous savez, c'est quoi être réactif? C'est être pompier. Le premier, c'est l'autruche. Le deuxième, c'est le pompier. J'attends que la maison brûle pour aller éteindre le feu. Félicitations aux 3 vainqueurs là, notamment EDK Galsen qui a fait la surprise et Data Divers Galsen AI et No Name. Bon, je pense que l'idéal ce serait que vous expliquiez un peu votre stratégie, les modèles que vous avez faits. Et chacun en fait, chaque team peut expliquer les difficultés que vous avez rencontrées, comment est-ce que vous avez trouvé le challenge et tout ça quoi. Un représentant par team, ouais. Ouais, ça serait possible. On commence par là. Ou bien on commence par le vainqueur. Je sais pas. Le vainqueur, ouais. Allez. Pour les données, normalement, on avait le temps à prédire. On avait le temps à prédire et puis on avait les distances. Donc, en fait, à partir de cette distance-là, j'ai calculé des vitesses. Donc, en fait, essentiellement, c'est ça qui permet d'avoir un bon score. Donc, on calcule des vitesses et il y a aussi l'autre truc que Tierno nous avait montré pour calculer la distance comme si on était à vol d'oiseau. Voilà, GeoPy. Donc on utilise GeoPy, on calcule la distance à vol d'oiseau et éventuellement on pourrait calculer aussi une vitesse. Donc en fait, à chaque fois on calcule des vitesses pour savoir comment est-ce que le livreur se déplace. Et après en fait, je rajoute ces différentes vitesses, je les utilise pour faire des vitesses moyennes pour les livreurs. Donc je fais les vitesses moyennes pour les livreurs et puis bon, j'ai constaté que dans le train et dans le test, il y a un petit décalage. Il y a certains livreurs qui sont dans le train, mais qui sont pas dans... Il y a certains livreurs qui sont dans le test, mais qui ne sont pas dans le train. Donc pour ceux-là, d'abord, j'ai commencé par remplacer par la vitesse moyenne. Et ensuite, j'ai fait un autre modèle pour prédire en fait leur vitesse. Pour prédire leur vitesse, affiner un peu les résultats. Donc en fait, on utilise ces... Quand on prédit leur vitesse, on a des vitesses un peu plus précises. Et ça permet de monter un peu, tout juste un peu, par petits coups en fait. Donc, à chaque fois, on fait du, comment on appelle ça? On fait du fine-tuning pour améliorer en fait ces vitesses qu'on a, qui sont des informations sur nos différents livreurs. Éventuellement aussi, on pourrait rajouter comme... Parce qu'on avait les informations sur leur sorte de score, sur le rating. Mais aussi, j'ai vu qu'il y avait certains livreurs qui avaient beaucoup d'ancienneté, mais qui n'avaient pas effectué beaucoup de livraisons sur les données qu'on avait. Donc, éventuellement, j'ai rajouté ces informations-là. Voilà, donc ça se base essentiellement sur les vitesses et quelques données. Non, mais c'est pas en fait que je les calcule moi-même, c'est que je calcule d'abord la vitesse de la course et ensuite je fais une moyenne. Genre je fais un group by pour récupérer les riders et pour chaque rider je fais sa vitesse moyenne que je recolle ensuite dans le data frame des riders. Voilà, et puis aussi il y a la vitesse par heure. Donc en fait, en fonction de l'heure à laquelle le livreur récupère le colis, le trafic a plus ou moins une vitesse. Donc c'est cette vitesse-là qui va influencer son trajet. Donc la plupart du temps, on constate qu'il fait un trajet de moins d'une heure. Donc c'est dans cette heure-là que tout se passe. Donc en fait, j'ai calculé aussi des vitesses par heure que j'ai utilisées pour éventuellement les rajouter dans les informations pour train. Donc, pour chaque course, en fonction de l'heure, on rajoute la vitesse par heure qui sera une information additionnelle. Vous avez utilisé les API qu'ils ont donné? Bon, je n'ai pas vraiment utilisé les API, mais j'ai les données en fait. Mais les données en fait, c'est aussi... Quoi? Non. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, non, c'est elle que je regardais. Terrible. Je n'ai pas utilisé les données. Là, je ne les ai pas encore chargées complètement.
Mais en fait, j'ai vu que les données donnaient essentiellement des vitesses en fonction qu'on soit à moto ou... Non, c'était plutôt... Ouais, c'était bike, non? Ouais. Donc, c'est ça. Ou en voiture. Donc, en fait, à chaque fois, c'est différentes informations de vitesse là qui nous permettent d'avoir la vitesse, donc le temps qu'on va mettre pour effectuer la livraison. Voilà. Maintenant aussi, il y a aussi... comment ils appellent ça déjà? Il y a des valeurs un peu aberrantes. Donc, quand on calcule les vitesses, on constate facilement qu'il y a des livreurs qui font des livraisons instantanées, si on peut les appeler ainsi. Mais j'ai aussi constaté que quand on supprime toutes ces informations qu'on pourrait croire perturber, le résultat baisse en fait. Ce qui signifie que dans la partie test aussi, il y a des livreurs qui font la même erreur, de ne pas lancer le temps et à l'arrivée, ils le font. Donc, en fait, quand on les garde, ça garde en fait cette erreur-là. Bon, ce n'est pas une erreur, ça garde plutôt ce bruit-là de façon générale et ça nous permet d'améliorer nos résultats. Donc, en fait, moi, je supprime aucune livraison. Bon, il y a le... Comment ils appellent ça déjà? J'ai oublié le nom. C'est... La précipitation. Voilà, la précipitation, là, j'ai supprimé. Et pour la température, j'ai remplacé par la température moyenne. Parce qu'on avait vraiment beaucoup de précipitations qui manquaient. Donc, j'ai supprimé la précipitation. La pluie, tu as... Il manquait trop d'informations. Et pour le type de client, vous n'avez pas utilisé? Si. Vous pouvez le transformer en... Ouais, pour le type de client, j'ai juste mis ça en binaire, en fait. Bon, get dummies pour le type de client. CB performait assez bien. Mais ensuite, quand on fait une moyenne, on améliore encore un peu plus le résultat. Quand on récupère par exemple les 2 meilleurs modèles, les 3 meilleurs modèles, qu'on fait une moyenne, le résultat s'affine un peu encore plus. Voilà. Donc, petit pas par petit pas. Donc ensuite, il faudra venir faire du fine-tuning sur les paramètres, même des différents modèles, pour essayer de les améliorer encore, pour grimper tout juste un peu. Et la vitesse sur le test, par exemple, t'as mis quoi? T'as mis la vitesse moyenne? Pour ce qui manquait là, d'abord j'ai mis la vitesse moyenne et ensuite j'ai fait un autre modèle pour prédire les vitesses. Ah, ok. Voilà. Pour les riders inconnus. Bon, je les ai appelés un no-rider. Non, mais en fait, ça, quelque part, c'est mon nom. Je crée Bonsoir, moi c'est Data Driver. Moi c'est Diallo Haruna. Moi c'est Tiré Doucet. Alors essentiellement, d'abord, je pense qu'on va commencer par les difficultés. Okay? On a rencontré beaucoup de difficultés pour arriver là où on est. Essentiellement sur les données d'abord qu'on a reçues. Il y a des données qui sont, disons, les données ne sont pas proportionnelles. Okay? Ils ont donné aussi des sources de données pour aller récupérer d'autres informations. Nous, on s'est servi de l'API de OpenStreetMap pour récupérer juste la durée. Donc, dans l'API, il faut juste passer les longitudes et les latitudes. Et puis, eux, ils vous retournent la durée du trajet, la distance et puis le nombre de segments de route qu'il faut emprunter. Mais avec cette API, le nombre de requêtes est limité à 2000 par jour. Okay. Donc, et 40 par minute. Donc il fallait un travail de longue haleine. Après même qu'on a pu récupérer tout, il y avait aussi des coordonnées qu'eux, ils ne pouvaient pas nous donner. C'est comme si les coordonnées en fait n'étaient pas justes. Donc ce qu'on a fait, on a fait quelques manipulations en regardant, on calcule manuellement nous-mêmes la distance. On regarde les autres distances qu'on a déjà reçues qui sont proches de ces distances-là et puis on remplace les valeurs. Parfois on fait la moyenne. Donc le reste, nous par contre, on a gardé la précipitation, la température, on a la distance géopaille, on a gardé et puis on a calculé les différences de temps qu'il y a entre les temps qu'ils ont donnés
différence de temps qui existe entre eux. On a gardé ça. Je pense que c'est essentiellement c'est ça. Le reste maintenant du travail, c'est de combiner plusieurs modèles, faire des grid shots pour essayer d'avoir un modèle qui répond bien aux attentes. Mais sauf que nous, on n'a pas combiné plusieurs modèles, on a utilisé 4 boots. Avant, on utilisait XGB Boost, mais on a fini par utiliser 4 boots. Et puis, celui qui nous donnait un score qui était un peu bien. Donc, je pense que c'est ça, essentiellement, c'est ça. On a aussi gardé les observations, les livraisons qui se sont déroulées en moins de 10 secondes. On n'a pas supprimé des valeurs aberrantes, parce qu'on a remarqué, comme lui, quand on supprimait des temps de livraison qui étaient moins de 10 secondes, on avait un score plus élevé. Donc, du coup, on a gardé l'information comme ça. Bonjour, moi c'est Elhadji Abdoulaye Thiam, data scientist chez Bamtou. Bon, je suis le 3e d'après le classement. Bon, j'y crois, c'est pas grave. Bon, de toute façon, c'est une compétition, donc forcément il y aura des gagnants. Et les autres, on les encourage. Et aussi, nous remercions Zindi et Galsen AI pour l'opportunité aussi de pouvoir mettre en pratique. Bon, déjà, on le fait en entreprise, mais aussi de se frotter avec les autres aussi, ça fait du bien. Bravo, Galsen AI. Donc, pour moi, bon, j'ai pas fait grand-chose sur les données. D'abord, comme tout le monde, j'ai supprimé les précipitations, j'ai gardé la température en remplaçant les valeurs nulles avec la moyenne. Et sur les coordonnées polaires, latitude, longitude, j'ai fait des différences, donc des deltas. Et ensuite, j'ai fait aussi une réduction de dimension, PCA, et prédire. J'ai fait aussi du clustering sur aussi les, comment dirais-je, sur les coordonnées polaires aussi pour regrouper certains zones. Et donc de prédire aussi pour certains, de prédire à chaque par exemple, c'est-à-dire chaque point ou bien chaque lieu à quel cluster il appartient. Donc d'après ça, j'ai fait une optimisation de Catch Boost, donc qui m'a donné les résultats que j'ai. Donc, et vous remarquez sûrement sur la plateforme que depuis 6 jours je ne fais pas de submit. C'est hier que j'ai fait quelques submits. Donc aujourd'hui, je m'étais arrêté là. Et pour les données qu'ils jugeaient que Zindi avait autorisé à utiliser, moi je les avais, mais bon, vu que je n'avais pas le temps et aussi j'ai la flemme de faire la transformation qu'ils ont fait, j'ai pas l'idée qu'il a, donc du coup je ne les ai pas utilisées quoi. Donc il y avait certaines valeurs manquantes, bon, je n'ai pas poussé la réflexion à remplacer certains par d'autres, donc du coup, je parle. Et félicitations aux gagnants et mes encouragements aux autres. Donc, on espère d'en avoir d'autres et avec beaucoup plus de monde pour le développement de notre communauté qui est Galsen AI. Donc, vive Galsen AI, vive Zindi. Bonjour, moi c'est Ibrahim Fall. Je suis Data Engineer à MNS Consulting. Donc, ça a été vraiment un plaisir de participer à cette compétition. Bon, déjà, je remercie Zindi et Viva, Espresso et surtout Galsen AI pour cette opportunité. Parce qu'en fait, on voit surtout les Nigériens et les Kenyans qui organisent ce genre de compétition et quand même qui sont beaucoup plus avancés dans le domaine de l'AI que nous. Juste parce qu'au fait, ils organisent des hackathons, ils participent à des compétitions et tout ça, alors que nous, on n'a pas cette opportunité. Alors que peut-être aujourd'hui, on devait dépasser ce stade parce qu'au fait, il y a la matière quand même qui est là et les gens quand même, ils aiment les maths et au fait, c'est la base. En fait. Donc, bon, moi,
je n'avais pas vraiment fait énormément de choses, même si je m'attendais à avoir un 50 000. Mais malheureusement, les gars, tu m'as joué au tout. Ok, en fait, ça, en basketball, c'est ce qu'on appelle buzzer, quoi. But anyway, au fait, bon, moi, quand même, bon, je n'avais pas eu accès aux données, aux autres données que Zinda avait données. Et quand même, l'idée de vitesse, j'y avais pas pensé, mais quand même, c'était vraiment très intelligent de sa part. Donc moi, au fait, ce que j'ai plus fait, c'est juste peut-être utiliser le 4 boost que Thierry nous avait présenté. Et avec ça, j'ai juste peut-être fait beaucoup plus du parameter tuning. J'ai aussi créé, bon, une variable, bon, mais c'était juste is weekend, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, en fait, c'est du lundi au vendredi quand même qu'il y avait beaucoup plus de transactions que le samedi et le dimanche. Alors, je me suis dit que peut-être ça pouvait aider. Bon, même si ça m'a donné juste quelques toutes petites points, je ne sais pas, 1, et quelques, mais bon, je l'ai quand même conservé parce que je me suis dit que peut-être, puisque c'est une compétition, alors tout ce qu'on peut faire pour avoir même 0,5, ça valait la peine. Bon, déjà, je vous remercie et j'espère qu'on aura quand même la possibilité d'organiser d'autres compétitions de ce genre. Merci. Au niveau du Indaba X. J'ai découvert l'intelligence artificielle avec vous au Indaba X et ça m'a donné envie de continuer à apprendre. Et nous avons suivi en ligne tout ce qu'on a pratiqué ici, on l'a appris sur YouTube parce qu'on avait envie d'apprendre. Vous nous avez donné l'envie d'aller un peu plus loin dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et tout à l'heure, j'ai posé à l'autre concernant les vitesses. J'ai calculé la vitesse, mais ça n'a pas amélioré mon score. J'ai récupéré les données de Open Route Service, oui, Open Route Service. Mais ça n'a pas amélioré mon score. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être la façon dont j'ai intégré les données pose un peu problème. Mais dans l'ensemble, je me suis bien amusée et c'était fun un peu. Ouais, merci. Remercions la communauté Galsen IA. Comme l'a dit Tim Winner, c'est lors des Indaba X qu'on a fait la découverte du machine learning. On ne s'attendait pas du tout à ça ce jour-là. Donc, concernant ce modèle, on avait récupéré les données de l'API GeoPy et Open Route Service. On a calculé la vitesse, on a fait la différence entre les différentes variables comme la distance donnée par l'API Open Route Service et la distance réelle qu'on a reçue. Et malgré ça, on n'a pas constaté l'amélioration du modèle. Donc au finish, on a considéré les deux distances. La première est une distance absolue, l'autre relative. Et voilà ce qu'on a fait. Et on est 5e ou 6e, je pense. Attends. C'est juste pour préciser qu'on a utilisé 4 boosts régresseurs comme vous tous. Je pense que mon coéquipier a tout dit. À part ce qu'il a dit, on a utilisé 4 boosts régresseurs. Et depuis 3 jours, on n'a pas eu d'amélioration de notre modèle jusqu'à aujourd'hui. Donc je pense que c'était tout. Merci à tous. Ça a été vraiment important de participer à ce genre de compétition. Pour moi, c'était la première fois. Donc on gagne en expérience en fait, parce qu'on fait plusieurs expérimentations et on découvre plusieurs choses. Moi, j'ai découvert plusieurs librairies que je ne connaissais pas. Donc ça a été une expérience bénéfique pour moi. Pour notre modèle, nous aussi, on a eu à récupérer les données de ArcGIS et les données de Open Route Service. Mais les données d'Open Route Service n'a pas beaucoup amélioré le modèle. Par contre, les données de ArcGIS on a eu une petite amélioration en utilisant les données d'ArcGIS. J'avais pensé aussi aux vitesses, mais malheureusement, je n'ai pas continué. J'avais calculé les vitesses, mais je n'avais pas continué sur ça. J'étais aussi parti sur une approche de stacking, mais le stacking aussi n'a pas eu à marcher. Donc c'est juste ça. Peut-être il fallait plus se focaliser sur le future engineering, avant de s'attaquer peut-être au stacking et au modèle d'ensemble. C'est ce qui a fait peut-être la différence au niveau du vainqueur. En tout cas, merci pour cette belle opportunité. Beaucoup à tout le monde. Mon pseudo c'est Sérénité 489. Donc mon nom c'est Fabrice Sonzaï et je suis vraiment ravi d'avoir participé à ce concours. Au départ, j'ai vraiment hésité. C'est il y a 3 jours que je me suis mis dessus
maître. Donc, ce que j'ai fait, j'ai plus fait... le truc, c'est que j'ai pas eu l'idée d'utiliser, de travailler avec les différentes vitesses. Voilà, c'est seulement que hier que j'ai commencé à m'y mettre tout et tout. Et bon, là, j'ai tué tous mes différents submits dessus. Voilà. Aujourd'hui, carrément. Mais ça a été vraiment assez intéressant et j'encourage vraiment ce type d'organisation. Et là, y pensant, j'aimerais vraiment qu'on puisse en faire chez moi. Parce que j'aime bien prendre ailleurs et puis envoyer là-bas. Voilà. Qu'on puisse en faire chez moi en Côte d'Ivoire. Voilà, ça serait vraiment, vraiment intéressant. Et encore, merci beaucoup à Galsen AI. Big up. Merci. Bon, on va remettre le 3e prix d'abord à No Name Galsen AI. Qui sera remis par Elias Ba. Attends, la photo. C'est qui Et le prix d'un montant de 50 000 francs. Bravo. Attendez. Prix pour Data Divers. Qui sera remis par Monsieur Nicolas. Ah d'accord. Alors, on reste en famille du coup. Oui. Et le prix d'un montant de 75 000. Voilà, là c'est bon. Félicitations, on sourit. Enfin, le winner, c'est Emmanuel. Bravo. Premier prix. Qui sera remis par Jordan d'Expresso Innovation. Et le prix de 100 000 francs montant. Waouh. On va au restaurant ce soir. Dibi a fait combien? Attends, moi j'ai même pas mon téléphone pour prendre le photo. C'est mignon comme vous faites ça. Ouais, félicitations. C'est bon? Je là. Avec le sourire, quand il y a un I, on se prononce le sourire. Galsen.